Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo sur les champs rayonnés dans le modèle du dipôle oscillant. Donc on va présenter déjà ce modèle du dipôle oscillant. Donc je vous présente le modèle. On a une charge moins Q qui est fixe à l'origine d'un repère sphérique ici comme représenté au-dessus. Et on a une charge plus Q qui elle est mobile avec une cote Z qui va se mettre sous la forme A cos oméga t. Et donc, cela crée un dipôle P qui s'écrit Q fois NP, hein, comme on a toujours vu les dipôles, où N correspond au barycentre des charges négatives et P correspond au barycentre des charges positives. Et donc, ça se met sous la forme QA cos oméga t selon EZ ici. Et donc, on voit pourquoi ça s'appelle un dipôle oscillant. Eh bien, tout simplement parce que le moment dipolaire dépend du temps sous une forme sinusoïdale, telle que P égale QA cos oméga t, qu'on va mettre dans la suite sous la forme P0 cos oméga t, EZ avec P0 ici qui est égal à Q fois A. Donc à partir de ça, on va maintenant exprimer le champ rayonné, ou l'onde rayonnée, ici. Avec trois approximations qui sont à connaître. Donc on va faire trois approximations. Premièrement, l'approximation dite l'approximation dipolaire, la même que pour les dipôles statiques, qui consiste à prendre R très très grand devant la taille du dipôle, donc l'endroit où je vais regarder le champ sera suffisamment loin du dipôle. Ensuite, j'ai une deuxième approximation qui s'appelle l'approximation non relativiste, qui consiste à considérer que le mouvement de la charge oscillante et se fait à une vitesse très petite devant C. Et ça, cette inégalité est équivalente à écrire que A est très petit devant lambda. Donc en fait, on peut aussi le voir comme une condition d'ARQS à l'échelle du dipôle. Donc le lien entre les deux se trouve avec le fait que V est égal à Z point. V égale Z point est égal à A oméga moins A oméga sin oméga t. Donc en ordre de grandeur, c'est pareil que A oméga. Donc on a un lien très simple entre V et A, soit V très petit devant C est équivalent à écrire que A oméga doit être très petit devant C. Sauf que oméga, c'est pareil que 2πc sur lambda. Et donc on se retrouve avec A qui doit être très petit devant lambda sur 2π. Et donc en ordre de grandeur, on retiendra A très petit devant lambda. Et enfin, la troisième approximation, c'est l'approximation dite de la zone de rayonnement. Et donc ça consiste à ne s'intéresser au champ rayonné que dans la zone pour laquelle R est très très grand devant lambda. Donc voilà les trois approximations que vous devez connaître. Vous devez savoir les citer dans le cadre de l'étude d'un champ rayonné. Et donc dans ce cadre, eh bien, on admet que les expressions des champs se mettent sous la forme mu0 sur 4pi r p0 oméga carré sin θ cos de oméga facteur de t moins r sur c selon uθ pour E et B qui est égal à mu0 sur 4pi rc oméga carré p0 sin θ cosinus de oméga facteur de t moins r sur c selon UFI. Donc ça, ce sont les champs rayonnés. Et donc on peut essayer de comprendre un petit peu déjà leur direction. On a ici MEREZ, MEREθ, pardon, qui est un plan de symétrie des charges du dipôle. Donc ça, c'est un plan d'antisymétrie, c'est un plan de symétrie de E. Donc un plan d'antisymétrie de B, d'où le fait qu'on trouve tout de suite que B est selon UFI.
On a également une invariance par rotation d'angle phi du dipôle de la distribution de charge, d'où le fait que les champs E et B ne dépendent tous les deux pas de phi. Et donc, on va maintenant analyser un petit peu la structure de ces champs. Donc, si finalement on les reproduit, on a le champ E qui est selon Eθ et le champ B qui, lui, est selon Φ. Et donc, on a pas mal de choses qui peuvent être dites sur ces champs. Ici, premièrement, on s'aperçoit que l'amplitude décroît en 1 sur R, contrairement au dipôle statique. Pour lesquels c'est proportionnel à 1 sur R cube. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Ensuite, on a une dépendance en θ des champs. Donc ça montre que les champs rayonnés, il est nul en θ égale 0 modulo pi. Donc il n'y a pas de champ rayonné dans l'axe du dipôle, c'est-à-dire dans l'axe du dipôle. On voit aussi que c'est proportionnel à oméga carré, ça sera important dans le cas du pointing résultant. On a un cosinus oméga t moins r sur c qu'on pourrait mettre sous la forme cos oméga t moins kr, avec k égale oméga sur c. Donc finalement, on a une structure d'onde sphérique se propageant avec k qui est égal à oméga sur c selon l'UR. Et donc la dernière chose, la quatrième chose, on peut comparer les normes. On a norme de E sur norme de B qui est égale à C. C'est cohérent car on est dans le vide. Et enfin, chose la plus importante, c'est que E et B se comportent localement comme des ondes planes. Ça, c'est dû au fait qu'on est dans l'approximation dipolaire. Donc, quand on se place très très loin d'une onde sphérique, on a une onde plane, et donc elle vérifie la relation de structure B est égal à K vectoriel E sur oméga, et ici ça s'écrit directement UR vectoriel K vectoriel E sur oméga, ou encore UR vectoriel E sur C. Donc on peut appliquer localement la relation de structure au champ rayonné, puisque ici on est à une distance très très grande de l'onde sphérique, ce qui fait qu'elle se comporte comme une onde plane. Donc ensuite on peut calculer le vecteur de pointing. Donc le vecteur de pointing, il est égal à E vectoriel B sur mu 0. Et donc lorsqu'on le calcule, eh bien, on va se retrouver avec du mu 0. Alors mu 0 carré, mais on divise par mu 0. Donc mu 0 oméga 4 sin carré θ P0 carré. Ça c'est pour le numérateur. Cos carré oméga facteur de t moins r sur c. Uθ vectoriel Uφ va me faire UR divisé par 4 x 4, 16 pi carré r carré c. Et donc le pointing moyen est égal lui à mu 0 oméga 4 sin carré θ fois P0 carré divisé par 32 pi carré r carré c selon UR. Et donc on voit tout de suite sur ce pointing moyen qui a une proportionnalité à sin carré θ. Donc le rayonnement, comme on l'a dit tout à l'heure, est non isotrope. Et donc l'énergie est transportée principalement dans la direction θ égale pi sur 2 en valeur absolue.
Et on n'a pas d'énergie transportée dans la direction pi égale 0. Donc ça peut se voir très bien sur ce qu'on appelle une indicatrice de rayonnement. Alors nous, c'est uniquement la bleue qu'il faut regarder ici. Et donc l'indicatrice de rayonnement du dipôle. Donc alors attention, il ne faut pas se faire piéger. Le dipôle, il est dirigé comme cela, ici, selon Z. Et donc on voit que la puissance, elle est rayonnée principalement ici en θ égale pi sur 2. Donc là, c'est puissance max. Et elle est nulle le long de l'axe du dipôle. Et ensuite, elle se répartit de manière ici des deux côtés avec un angle θ qui est représenté ici en coordonnées polaires, dans un graphe polaire. Donc ça, c'est le pointing moyen. Et on peut terminer sur la puissance moyenne rayonnée. Donc la puissance moyenne rayonnée se calcule à travers une surface de contrôle, qui est une sphère ici de rayon R très grand devant petit a. Et donc on en déduit que ici on prend notre pointing moyen, donc mu0 oméga 4, on a sin carré θ p0 carré sur 32 pi carré r carré c fois sin carré θ, et on multiplie par le ds, et le ds en coordonnées sphériques, c'est r carré sin θ dθ des phi. Et donc on va obtenir une puissance qui ne dépend pas de r. Et donc la puissance moyenne va être égale à mu0 oméga 4 p0 carré sur 32 pi carré c fois l'intégrale entre 0 et 2 pi de d phi et intégrale entre 0 et pi de sinus cube de θ dθ. Cette intégrale vaut 4 tiers, ça se montre en calcul mathématique. L'intégrale de d phi, ça donne directement 2 pi. Et donc, on en déduit que la puissance moyenne est égale à mu0 oméga 4 p0 carré. 4 fois 2 pi, ça fait 8 pi. Divisé par 32 pi carré, il me reste 1 sur 4 pi. Avec le 3 qui reste, il me reste 12 pi c. Donc la puissance moyenne est indépendante de R. Et ça, c'est une traduction, en réalité, de la conservation de l'énergie. Ici. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Moyenne de P égale mu0, P0 carré oméga 4 sur 12 pi c. Et alors, petite remarque, on peut faire apparaître la charge, l'accélération tout du moins, de la charge mobile. On a que P0, on avait posé que P0 était égal à tout simplement Q fois A. Donc P0 carré, c'est égal à Q carré fois A carré. Et donc si on pose l'accélération de la charge, gamma comme étant Z point, et bien gamma est égal à moins A oméga carré cos oméga t, en réalité. Donc gamma carré est égal à A carré oméga 4 cos carré oméga t. Et donc si je prends la moyenne temporelle de l'accélération quadratique, j'obtiens A carré oméga 4 sur 2. Et comme A carré c'est P0 carré sur Q carré, eh bien je peux faire apparaître, moi ici j'avais du P0 carré oméga 4. Donc P0 carré oméga 4 est égal à Q carré A carré oméga 4, c'est-à-dire 2 Q carré, moyenne de gamma carré, au vu de ce que je viens de faire. Et donc la puissance moyenne, eh bien en réalité, elle s'écrit mu0, oméga 4 P0 carré, je vais mettre 2 Q carré moyenne de gamma carré, divisé par 12 pi c. Et là, pour obtenir la formule qui s'appelle formule de Larmor, je vais multiplier par epsilon 0 pour faire apparaître 1 sur c carré. Et j'obtiens que la puissance moyenne est égale à Q carré moyenne de gamma carré
divisé par, il me reste plus que 6, pi, epsilon 0, et j'ai un c cube qui apparaît puisque j'ai fait apparaître manuellement 1 sur c carré via mu 0, epsilon 0. Et donc ça, c'est la formule de Larmor qui montre ici que toute charge accélérée rayonne un champ de puissance moyenne, q carré, moyenne de gamma carré. Encore une fois, ça c'est l'accélération quadratique moyenne. Donc voilà pour cette vidéo de cours sur les champs rayonnés dans l'approximation dipolaire, l'approximation non relativiste et l'approximation de la zone de rayonnement. Discussion sur la structure des champs, calcul du pointing moyen, calcul de la puissance moyenne rayonnée, obtention de la formule de Larmor. Voilà, donc tout ce que vous devez à peu près savoir faire sur ce chapitre qu'il ne faut pas négliger. Il y a pas mal de sujets de concours qui tombent sur les dipôles oscillants, donc voilà, il faut connaître son cours, et donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à mieux comprendre cette partie du cours. Bonne journée.